819-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, je pense qu'on va continuer notre conversation avec Carl Simard sur le travail des analystes et comment eux voient les prix cibles et voient aussi le travail d'analyse qu'ils ont à faire. Alors, je reviens donc sur la question de notre ami Jean-Pierre. Je vais vous la lire pour qu'on comprenne au moins bien le contexte. Je vais traiter de mon sujet favori, les analystes. Donc, Canfor, prix cible très récent, mais depuis cela, le titre n'arrête pas de baisser. Deux fois, ils ont été révisés au cours de la fin de juillet, autour de 30 ou 35 $, dépendamment des analystes. Je sais que les cibles sont pour 12 mois, mais les tendances, c'est pas mal parti. C'est quoi que j'ai manqué? Est-ce possible que ces deux firmes ont fait des recommandations pour vendre leur position? Alors, ne soyez pas offensés, mais rien ne me surprend dans le monde boursier depuis quelques années. J'ai acheté autour de 24, car ces deux firmes devaient être honorables, mais je ne sais pas quoi faire. Dois-je conserver? Il semble y avoir un gros support à 22 $. Si je vous montre le titre à l'instant, on va le voir tout de suite, le temps de me dessiner le fameux support dont il nous parle. Effectivement, il y a un support à 22. Hein? Là, c'est clair, là, on le voit depuis la tendance depuis 2013. Les résultats financiers, pourtant, au mois de janvier, ont été très bons, ont battu par 2 cents des estimations de bénéfices. Depuis ce temps, vous avez entendu Canfor, c'est spécialisé, oui, dans le bois d'œuvre, mais ça fait également de la pulpe pour le papier journal. Alors, le fameux papier craft dont on vient de parler avec les gens de Cascade, qui, eux, ont décidé de s'en débarrasser, il y a de la difficulté de ce côté-là. La demande est de plus en plus faible. Est-ce que ça a affecté le cours de Canfor? Peut-être. En tout cas, je ne sais pas, peut-être parler du travail des analystes, parce que, vous voyez, Scotia Capital parlait de 30 $ le 25 juillet, et à peu près en même temps, Raymond James, un autre 35 de leur côté, prix cible, toujours 12 mois. C'est une très bonne préoccupation. Puis on peut y répondre de quelques façons. Il y a un dénommé Jacques Cavafian, qui était un analyste célèbre. Dans l'aviation. Il était effectivement dans le domaine aéronautique. Puis il travaillait à l'époque pour la financière Banque nationale. Mais il aurait pu travailler pour une autre institution financière et ça aurait été le même résultat. Et il était questionné par le journaliste à savoir quelle valeur qu'il faut accorder effectivement au prix cible. Et voici ce qu'il dit. Je vais également raccourcir sa réponse. Il faut y accorder très peu de valeur. Il faut téléphoner à l'analyste et lui demander. Plusieurs analystes n'oseront pas critiquer les dirigeants dans un rapport. Ça, c'est un premier élément de réponse à l'égard de la valeur qu'il faut accorder à un prix cible. Puis, à mon avis, c'est plus une prédiction qu'une prévision. Dans mon livre, à moi, il y a une différence entre une prédiction et une prévision. Une prévision, c'est basé beaucoup plus sur les faits. On est capable de prévoir les profits à moyen et long terme d'une entreprise et se baser là-dessus pour établir une valeur intrinsèque. Une valeur intrinsèque qui va peut-être se matérialiser dans 6 mois, 1 an, matérialiser dans le sens de dire qu'elle va se refléter sur le cours de l'action. Mais il est impossible de prévoir le cours de l'action à court terme. Et court terme, en bas de 12 mois. Alors, ça ne sert à rien. Parce que si c'était aussi facile que cela, regardez un graphique et essayer de prédire le cours de l'action sans fin, il y aurait plusieurs investisseurs qui seraient millionnaires. Oui, mais on sait bien que tous les deux, on garde beaucoup de rapports d'analyse. On peut arriver à une valeur intrinsèque si on sait pertinemment que, de façon historique, par exemple, les revenus et les bénéfices grimpent de 10-15 % par année. Éventuellement, ça va se refléter dans le titre. Oui, mais en même temps, il faut regarder l'industrie dans laquelle œuvre l'entreprise pour essayer d'avoir un certain niveau de prévisibilité. Et nous, par définition de notre stratégie d'investissement, lorsque les résultats financiers d'une entreprise sont de moins en moins prévisibles, parce que quand tu œuvres dans le domaine des commodités, tu n'as même pas le contrôle sur le prix que tu vas charger à un client. Il faut regarder aussi la valeur régionale aussi de cette entreprise-là. Canfor, ça ne fait pas affaire strictement qu'en Amérique du Nord. Et regardez l'Europe. Et François, excuse-moi de t'interrompre, mais regarde la variabilité de ces résultats, de ces flux de trésorerie. Okay? Ils ont été en 2010, 381 millions, en 2012, 118 millions, en 2013, 490 millions. Y a-t-il un moyen d'avoir une certaine prévisibilité, ce qu'on appelle, nous, une certaine visibilité sur ces résultats financiers? Par définition, lorsque tu as des résultats financiers volatiles, ça devient risqué d'investir dans une telle entreprise.
Et même, Et d'essayer de prédire son cours. Exactement, parce que c'est tellement rendu aléatoire, les flux de trésorerie, que c'est difficile même d'aller jusqu'à faire le ratio pour l'avoir les actionnaires. Alors, donc, à ce moment-là... Et dans la même lignée, regarde, le rendement sur le capital a varié de 1 à 14 par année sur 5 ans. Alors, quel rendement sur le capital allons-nous prendre pour prévoir ces résultats l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans? Extrêmement difficile. Parce que ce n'est pas la prévision de l'année prochaine qu'il faut faire. C'est la prévision dans 3, 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de changement de paradigme, ça s'ajoute parce que la question qu'on doit se poser, est-ce que l'entreprise va encore exister dans 5 ans ou dans 10 ans? Ou quelles sont les chances qu'elle existe? Et dans un domaine qui est en perpétuel changement, le bois d'œuvre, on le sait, là, avec ce qui est arrivé aux États-Unis, ça a été particulièrement difficile. Ce qui est en train d'arriver avec les pâtes et papiers, c'est encore une autre chose extrêmement imprévisible. Lors de l'entrevue, Cascade est une entreprise qui est excessivement bien gérée, qui est gérée d'une manière serrée. Et regarde comment ils sont tributaires de l'industrie dans laquelle elle œuvre. Elle n'a pas le contrôle sur tous ses leviers, comme dans une autre industrie. L'industrie dans laquelle œuvrent les pâtes et papiers, l'industrie du bois, c'est volatile, c'est en changement de paradigme toujours. On sait très bien, regarde les journaux, comment ils sont actuellement affectés par le changement au numérique. Alors, une firme comme Transcontinental dans l'imprimerie ou une firme qui produisait du papier pour cette industrie-là va être énormément affectée. Un phénomène qui n'aurait pas pu être prédit il y a quelques années, si on veut. Non, effectivement. Alors, ça explique, en tout cas, en grande partie, la façon de penser de Carl et la mienne sur les prévisions des analystes.